Imaginons un instant une scène complètement écrasée par le soleil, au beau milieu d'un paysage super aride. Ouais, un décor vraiment rude. C'est ça. Et face à nous se dresse une paroi rocheuse massive, presque parfaitement perpendiculaire. Une vraie muraille naturelle. Exactement. Et elle s'élève à près que 274 mètres de hauteur. C'est brut, c'est complètement vertigineux. Et c'est là qu'on remarque ce détail qui cloche, non? Ouais, soudain, le regard accroche une anomalie en plein milieu de cette falaise, à une hauteur qui semble impossible. Une immense façade sculptée. Voilà, une façade de plus de 30 mètres de large. Et le truc, c'est que c'est pas une simple décoration architecturale, c'est une cicatrice délibérée, monumentale, laissée à la surface de la Terre. Et on sait très bien par qui elle a été laissée. Ah ça oui. Et aujourd'hui, grâce aux incroyables journaux de bord et croquis du 19e siècle, laissés par ceux qui ont risqué leur vie pour l'étudier, on plonge dans les sources de ce qu'on appelle le testament de pierre de Darius le Grand. Un document archéologique exceptionnel. C'est clair. Et notre mission pour cette exploration, c'est de décrypter comment un seul roi de l'Antiquité a pu transformer une simple montagne de la nécropoge de Nakhcherustam en une véritable machine de propagande absolue. Une machine conçue pour ne jamais s'éteindre, en fait. Ouais. D'ailleurs, cette nécropole regroupe plusieurs sépulcres royaux achéménides, tous creusés à même la roche, mais Mais celui de Darius Istaspe, ou Darius le Grand, écrase visuellement tous les autres. Il y a une différence fondamentale de traitement, en fait. c'est-à-dire, C'est plus grand. Pas seulement. Ce tombeau est le seul de tout le site à être littéralement saturé d'inscriptions. La roche est couverte de textes gravés qui encadrent presque chaque centimètre carré autour de l'entrée. c'est fou de se donner autant de mal pour une tombe. Justement, on ne regarde pas un simple monument funéraire destiné à abriter un corps. La fonction de cette paroi dépasse largement le deuil. C'est quoi alors? C'est un manuel géopolitique à ciel ouvert, une déclaration de domination mondiale figée dans la pierre pour que le temps lui-même ne puisse pas l'effacer. Un manuel géopolitique. Sauf que pour lire ce fameux manuel, il fallait déjà pouvoir s'en approcher. Et c'était pas gagné d'avance. Tu m'étonnes. Bon, décortiquons tout ça. Les sources nous plongent dans un véritable film d'aventure. Au début du 19e siècle, on a cet explorateur britannique, Sir Robert Porter, qui arrive au pied de ce monstre de pierre. Ouais, et il se rend vite compte du problème de l'accès. C'est ça. Il lève la tête, il voit cette ouverture sombre à 18 mètres du sol, sans rampe, sans escalier, et avec une paroi lisse comme du verre, juste en dessous. Une forteresse naturelle. Donc, très logiquement, il se tourne vers les villageois locaux pour organiser une ascension. Mais là, il se heurte à un énorme mur psychologique. Les locaux refusent catégoriquement, c'est ça. Ils refusent tout net. Ils sont complètement tétanisés. En fait, pour eux, ces ruines sont hantées par des démons. Ah, ça s'explique très bien. L'ingénierie achéménide a été tellement poussée à l'extrême qu'elle s'est métamorphosée en mythologie au fil du temps. C'est-à-dire, ils avaient oublié que c'était l'œuvre d'humains. Exactement. Pour des populations rurales vivant des siècles, voire des millénaires plus tard, l'échelle même du monument défiait la logique. Une architecture avec une telle démesure, à une telle hauteur, ça ne pouvait avoir été réalisé que par des entités surnaturelles. Des esprits terrifiants, quoi. Ouais. L'inaccessibilité physique du site, qui avait été pensé par Darius pour protéger sa dépouille, a généré un mécanisme de défense psychologique qui a perduré à travers les âges. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'édifice intimidait encore les vivants bien après la chute de l'Empire. Ça a trop bien marché, en fait. Mais bon, Porter ne se laisse pas démonter par des histoires de fantômes. Il a fini par trouver de l'aide. Oui. Il finit par trouver un paysan du coin. Et les archives le décrivent comme ayant une agilité presque surhumaine. Les documents de l'expédition racontent que cet homme réalise une ascension libre le long de la roche verticale. Sans équipement. Rien du tout. Il grimpe, et je cite les sources, tel un rat accroché à un mur. L'image est frappante. C'est complètement dingue. Et une fois en haut, cet homme déroule une simple corde. Et là, ça devient presque comique, vu la majesté du lieu. Qu'est-ce qu'ils font avec la corde? On attache cette corde autour de la taille du très digne explorateur britannique, et on le hisse à la force des bras. Oh non. Si. Il se retrouve brinque-ballé dans le vide, frottant contre la roche brûlante à la merci du moindre coup de vent. J'ai vraiment cette image d'une sorte de piñata humaine ou d'un sac de pommes de terre qu'on cogne contre la paroi pour essayer de le faire entrer de force. Dans un énorme coffre-fort antique. Exactement. Et tout cet effort surhumain, ce risque de chute mortelle, ça nous amène à la vraie question. Qu'y a-t-il à l'intérieur de ce coffre-fort inviolable? Eh bien,
Rien. Attends, rien du tout? Rien. Et c'est la grande ironie de cette expédition. Toute la sécurité physique imaginée par les ingénieurs de Darius reposait sur cette hauteur vertigineuse, Ouais, la paroi lisse et tout. voilà, et sur une énorme porte de pierre massive flanquée de 4 gros pilastres. Mais quand le cœur porteur s'extirpe enfin de sa corde et pénètre dans l'obscurité, il constate que la lourde porte a été méthodiquement fracassée. Ah ouais, donc l'effraction n'était même pas récente. Pas du tout. À l'intérieur, il découvre une chambre voûtée de 10 mètres de long dont les murs sont entièrement tapissés d'une suie très épaisse. De la suie? Oui. C'est la preuve que des gens sont venus avec des torches. Oui, cette roche noire est la preuve chimique que des générations entières de pilleurs sont venus s'éclairer à la lampe à huile dans cette crypte. Des siècles de visiteurs indésirables qui ont transformé la tombe la plus sécurisée du monde antique en un véritable moulin à vent. Exactement. Mais qu'est-ce qu'ils cherchaient? Les sources disent qu'il n'était même pas là pour un trésor fabuleux, genre des couronnes d'or ou des bijoux. Non, ils cherchaient des métaux utilitaires, tout simplement. Du métal utilitaire. Ouais. En fait, les blocs de pierre des portes et des sarcophages antiques étaient souvent scellés avec de lourdes fixations en fer qui étaient fondues dans du plomb. Et pour ces pillards, ce plomb et ce fer, ça valait de l'or. Ah, d'accord. Pour le revendre ou le fondre. C'est ça. D'ailleurs, en s'enfonçant dans les catacombes, Carpenter trouve 3 niches contenant les restes des sarcophages en pierre. Et leurs immenses couvercles ont tous été fracturés aux angles. Ils sont allés au burin, hein? Oui, attaqués au burin jusqu'à ce qu'on puisse faire levier pour arracher les fameux scellements métalliques. La conclusion de l'explorateur est assez glaçante. Il dit quoi? Il note que la chambre est vidée de toute substance et qu'il n'y a, je cite, pas même la poussière d'un habitant. L'intention architecturale de Darius, c'était de créer un espace inviolable en intimidant le monde par la hauteur. Mais au final, Au final, la cupidité humaine l'a emporté sur le vertige. c'est fou. Le contraste est vraiment vertigineux. On construit une forteresse imprenable pour l'éternité, et des types risquent la mort en escaladant la falaise juste pour récupérer quelques kilos de plomb de plomberie. C'est tragique mais très humain. Grave. Le tombeau physique a donc totalement échoué. Mais cette tombe vide, ça nous pousse vers une réalisation majeure. Le vrai chef-d'œuvre de Darius n'a jamais été à l'intérieur. Absolument pas. Le vrai trésor, c'était ce panneau d'affichage géant à l'extérieur. C'est une communication visuelle pensée en très grand format surtout, pour une population qui à l'époque ne savait majoritairement pas lire. Ouais, l'image primait sur le texte pour le commun des mortels. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Les détails de la façade sont stupéfiants. Les croquis de l'expédition décrivent une scène centrale dominée par le roi lui-même, perché sur un piédestal de 3 marches. Et il tient quelque chose, non? Oui, il bande en arcé massif. Dans les sources, on explique que c'est le symbole persan par excellence de la force martiale et du commandement absolu. Le chef de guerre, quoi. Voilà. Et il se tient face à un autel où brûle le feu sacré, le tout étant très précisément orienté vers l'est pour capter la lumière du soleil levant. La scénographie ne s'arrête pas au monde terrestre, en fait. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, l'architecture introduit immédiatement le divin dans l'équation. Avec la figure qui flotte au-dessus, c'est ça? Exactement. Au-dessus de la figure de Darius flotte la représentation d'Ahura Mazda, l'entité créatrice suprême. L'analyse des bas-reliefs montre une mécanique visuelle vraiment très précise. Qu'est-ce qu'on y voit en détail, Jean? Ahura Mazda porte une tiare cannelée. Et attention, ce n'est pas la couronne d'un simple roi, c'est vraiment le marqueur de l'autorité céleste. D'accord, pour bien différencier le dieu du monarque. C'est ça. Il surgit d'un char solaire, représenté par un grand anneau d'où jaillissent des rayons directionnels. Et les mains de cette divinité, c'est vraiment le point focal. Pourquoi les mains? La main gauche enserre un lourd anneau, symbole d'alliance cosmique, tandis que la main droite est levée vers le roi. C'est pour le bénir? Oui, c'est une bénédiction qui valide le pouvoir de Darius, mais c'est un geste à double tranchant. C'est aussi une admonition, un avertissement silencieux adressé à quiconque oserait remettre cet ordre en question. Ouais, c'est l'écran de télévision géant du monde antique, là. L'image est imposante. Totalement. Et en dessous de cette scène, il y a la base, la structure même qui soutient l'autel et le roi. Ce sont 2 rangées de 14 figures sculptées à bras levés. Des cariatides, ouais. Voilà. Mais les sources insistent sur un point crucial. Ce ne sont pas de simples soldats perses interchangeables, raides avec leurs lances. Pas du tout. Ah, ils sont individualisés. Exactement. Si on regarde de près, on voit que chaque individu a une coiffure différente, une ceinture spécifique, une tunique qui lui est propre. Ah ouais. On est face à la preuve physique, taillée dans la roche, de l'immense diversité du monde sous contrôle perse. C'est pas de la décoration,
c'est littéralement une infographie antique. C'est bien vu. Ces nations soumises portent physiquement, littéralement, le poids de l'empire de Darius sur leurs épaules. Et cette fusion entre le support architectural et le discours politique est d'une sophistication assez rare. En fait, Darius a spatialisé son idéologie. Il a mis son organigramme en 3D, quoi. C'est simple ça. Le roi au centre, lié directement au feu sacré et au dieu créateur au-dessus de lui, le tout reposant physiquement sur l'effort collectif des nations vaincues. La légitimité divine ne se discute pas, elle s'observe. C'est implacable comme message. Ouais. Pour le marchand qui traverse la plaine ou le fantassin étranger qui regarde cette falaise écrasante au loin, la lecture est immédiate. On comprend tout de suite qui est le patron. Exactement. Se soulever contre Darius, ça ne relève pas de la petite rébellion politique locale. C'est perçu comme une attaque directe contre l'architecture même de l'univers, puisque c'est Dieu lui-même qui maintient le roi en place. Les images frappent fort, c'est indéniable. Mais Darius savait très bien que les images, ça peut être réinterprété avec le temps. Bien sûr. Un roi avec un arc, des peuples qui le soutiennent, ça laisse encore trop de place à l'imagination. Pour vraiment cadenasser son héritage, il devait inscrire le nom exact de chaque province, son propre titre officiel et les détails de sa hiérarchie de manière ineffaçable. La bureaucratie gravée dans la pierre. C'est ça. Et c'est là qu'on plonge dans ce que les sources appellent le mystère cunéiforme. Autour de cette scène sculptée, la roche est littéralement bombardée de textes. Et pas qu'un peu, j'imagine. Ah non, les sources parlent de caractères en tête de flèche, remplissant chaque interstice, du plafond jusqu'à la base de l'autel. Un savant de l'époque décrit même ce mur comme un livre scellé, ajoutant que c'était une mine d'informations absolue pour quiconque réussirait à le décoder un jour. Mais justement, Voilà la question. Comment on décode un texte dont la langue est morte depuis des millénaires ? eh bien, le processus de déchiffrement a été un triomphe absolu de la philologie et de l'acharnement scientifique. Il faut bien comprendre la chaîne d'obstacles. Déjà, juste copier les textes en étant suspendu dans le vide, ça devait être l'enfer. Exactement. Premièrement, la simple collecte des données. Les érudits devaient reproduire à la main ces milliers d'incisions cunéiformes, parfois en étant balancés au bout d'une corde, pour recréer le texte symbole par symbole. Un travail de titan. Mais avoir les symboles sur papier, ça ne suffisait pas. Le cunéiforme était un code totalement muet. Ouais, on ne savait pas comment ça se prononçait. Pour lui redonner une voix, les linguistes ont dû utiliser une passerelle audacieuse, la transcription parsi. Attends, ils ont fait quoi ? En fait, ils se sont appuyés sur des langues et des dialectes iraniens beaucoup plus récents qui étaient portés par des communautés zoroastriennes. Ah, pour retrouver les sons. Voilà, pour tenter de deviner la phonétique, le son originel caché derrière ces têtes de flèches. Ils ont utilisé une langue survivante pour deviner la prononciation des symboles morts. C'est vraiment brillant. C'est très ingénieux. Et une fois que les sons ont commencé à former des syllabes, puis des mots, et que la structure grammaticale a enfin émergé, l'étape finale a été de tout traduire en latin savant. Pourquoi le latin ? Parce qu'au XIXe siècle, c'est le langage universel de la recherche. C'est un peu le système d'exploitation de tous les savants européens. D'accord, pour que toute l'Europe savante puisse lire les résultats. Exactement. Cette longue chaîne de décodage, de la falaise brûlante iranienne jusqu'au parchemin latin, a enfin permis de faire parler la roche. Et ce que Darius avait à dire était, tout sauf modeste. J'imagine. La déclaration gravée établit une arborescence de pouvoir brute. Elle commence très haut. Deus Manus Ora Mazda, le grand dieu Ahura Mazda qui a créé la terre, le ciel et l'homme. Toujours Dieu en premier, pour la légitimité. Toujours. Ensuite, la dérivation immédiate. Ego Darius Sum. Je suis Darius, grand roi, roi des provinces de toutes sortes. Waouh. La formule mathématique est gravée en dur. Dieu a créé le monde, Dieu a choisi Darius, donc le monde appartient à Darius. Point final. La Médie, la Susiane, la Parthie, la Bactrienne, la Babylonie, l'Égypte. Une vraie liste d'épicerie impériale. C'est ça. Je parlais tout à l'heure d'une sorte de feuille de calcul géante, mais c'est bien plus puissant que ça. Ce que Darius a créé sur cette falaise, c'est l'équivalent antique de la blockchain. C'est une bonne comparaison. C'est un registre inaltérable, gravé directement dans la montagne, où chaque nation vaincue est codée en dule dans l'architecture politique. Il n'y a pas de contestation possible. Cela soulève d'ailleurs une question importante. Laquelle ? Est-ce que les textes qui listent la Parthie ou l'Égypte correspondent vraiment, un pour un, au visage des cariatides sculptés juste en dessous ? Est-ce qu'il y a un lien direct entre le texte et l'image ? La correspondance est chirurgicale.
Le registre écrit agit littéralement comme la légende de la carte visuelle. C'est un contrôle géopolitique par la double validation. D'accord. Vous voulez savoir jusqu'où s'étend la domination perse? Le lettré, lui, lira la liste exhaustive des provinces dans le texte cunéiforme avec la terminologie administrative exacte. Et pour ceux qui ne savent pas lire? L'analphabète, lui, comptera les 14 paires de bras. Il identifiera le bouclier très spécifique d'un soldat bactrien ou la coiffure particulière d'un noble égyptien parmi les statues porteuses. Le texte est la matrice juridique, l'image est la preuve anthropologique. La boucle est fermée. Le système de contrôle est absolu. C'est d'une efficacité vraiment clinique. Totalement. Mais ce qui me frappe dans les documents traduits, c'est qu'il ne se contente pas de faire la liste de ses possessions, comme un tyran qui compterait son or bêtement. Il pousse le vice jusqu'à se placer sur le terrain philosophique. Ah oui, la dimension morale. Le texte révèle une injonction morale majeure, très explicite. Ne t'écarte pas du droit chemin, ne t'abaisse pas. Darius se présente à la postérité comme le bouclier cosmique contre le mensonge et le chaos. Il se donne le beau rôle. Complètement. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? On ne va quand même pas lui donner le bon Dieu sans confession. N'est-ce pas juste le manuel classique du parfait dictateur? C'est-à-dire, S'autoproclamer boussole morale de l'univers, c'est l'astuce de manipulation ultime. Si le roi incarne le droit chemin, alors n'importe quelle rébellion politique, même juste pour des impôts trop élevés, ça devient une hérésie religieuse. Il transforme les opposants politiques en pécheurs. c'est l'analyse exacte de la mécanique à l'œuvre. Que Darius ait cru intimement à sa mission divine ou qu'il ait utilisé Ahura Mazda de manière très cynique comme une arme de destruction massive idéologique, l'architecture du pouvoir est la même. Il criminalise l'opposition. Oui, il la criminalise sur le plan spirituel. Et ce qui est véritablement fascinant, au-delà de ses intentions personnelles, c'est de constater à quel point cette propagande a été un triomphe absolu. Ça a vraiment marché, hein? Mieux que ça, l'écho de ce monument n'est pas resté confiné au plateau iranien. Il a littéralement infiltré et remodelé le logiciel mental des autres civilisations, y compris celle de ses pires ennemis géopolitiques. C'est ça qui est dingue. Le lavage de cerveau a fonctionné à l'échelle internationale. Ouais. Les sources mentionnent ces fameux échos historiques qui montrent que tout le monde a mordu à l'hameçon. Les Grecs, par exemple. Qui étaient pourtant ses grands rivaux. Exactement. Ils ont passé des décennies à se battre contre l'Empire perse, qui les considérait comme la menace existentielle absolue. Eh bien, leurs propres intellectuels ont fini par adopter le récit de Darius. On le voit avec Strabon, par exemple. Oui, le géographe Strabon parle de ces tombes et de ces inscriptions avec une immense fascination. Et l'historien Hérodote valide presque cette ascension majestueuse du roi perse. Et c'est pas que les Grecs. Qui d'autre? Les peuples conquis, comme les Judéens, ont intégré Darius dans leur propre texte sacré. Le décret d'Esdras, qui est rédigé en araméen, le dépeint comme l'instrument de la volonté divine. C'est le protecteur qui autorise la reconstruction du temple. Ses ennemis et ses vassaux sont devenus, de fait, ses meilleurs attachés de presse. La victoire de Darius n'est pas militaire, elle est narrative. C'est tout à fait ça. En associant la puissance brute, l'inviolabilité d'une montagne et un discours moral inflexible, il a dicté à l'histoire la manière dont il devait être perçu. Narch et Roustam, c'est vraiment le point de bascule où l'ingénierie perse a capturé l'historiographie mondiale. Ils ont hacké l'histoire. Exactement. Les Grecs et les Judéens ne partageaient ni la religion ni la langue des Achéménides, mais face à cette démonstration de force sculptée et écrite, ils ont capitulé intellectuellement. Ils ont reconnu la matrice de pouvoir que le roi avait codée dans la pierre. C'est brillant. Finalement, ce fameux tombeau vide qu'on évoquait au début prend tout son sens. Ah oui, l'ironie de l'explorateur britannique. Ouais, Carpenter, ballotté au bout de sa corde, qui cherchait des os et des joyaux volés, en fait, il cherchait au mauvais endroit. L'absence du corps de Darius dans ces catacombes noircies par la fumée, c'est pas du tout un échec. C'est presque une libération de la forme, en fait. Voilà, ce testament de roche de 274 mètres de haut n'a jamais été un cimetière. C'était une machine de propagande immortelle. Darius avait très bien compris que la chair pourrit, que l'or se fait inévitablement voler. Mais qu'un discours moral gravé dans une montagne, soutenu par la peur des démons et l'admiration des savants, ça survit à la fin des empires. Ouais. La pierre a continué de parler, siècle après siècle, forçant chaque nouvelle civilisation à déchiffrer ses mots et à admirer son ordre du monde. L'œuvre accomplie ici, c'est d'avoir réussi à transformer l'éphémère du pouvoir politique en une constante géographique et temporelle. C'est un tour de force absolu. Et ça mène à une réflexion inévitable sur notre propre rapport à l'éternité. Aujourd'hui, nous construisons des empires numériques.
Nous stockons notre savoir, nos lois, notre identité sur des serveurs immenses, qui ne tiendraient même pas 50 ans sans une maintenance continue. Oui, la fragilité de nos données. Nos données sont invisibles, nos disques durs se corrompent. Si notre civilisation venait à s'effondrer demain, quel serait notre équivalent de Nakhcherustam? Qu'avons-nous construit aujourd'hui de purement matériel qui posséderait l'arrogance et la robustesse nécessaires pour exiger d'être lu et traduit par des explorateurs suspendus dans le vide dans 3000 ans? Face au testament de pierre de Darius, notre silence numérique futur a de quoi donner le vertige.